Dans le contexte mondial actuel, les États-Unis ont une fois de plus exposé l'une de leurs faiblesses les plus sensibles, le contrôle interne de leurs frontières, des flux migratoires et surtout de l'utilisation des ressources publiques. Dans un monde marqué par des conflits hybrides, où les adversaires scrutent attentivement la moindre faille institutionnelle, les crises intérieures cessent d'être de simples problèmes internes et deviennent des signaux stratégiques de vulnérabilité. C'est dans ce climat de pression croissante qu'une récente offensive fédérale s'est déroulée au cœur du pays, révélant un enjeu bien plus vaste que de simples opérations d'immigration isolées. Ces dernières semaines, les autorités fédérales ont intensifié leurs opérations dans les zones urbaines du Midwest américain, en ciblant particulièrement les régions qui, depuis des années, bénéficient d'un contrôle intégré insuffisant. Officiellement, il s'agit d'une réponse aux violations de la législation sur l'immigration et aux délits financiers. En réalité, on assiste à l'émergence d'un mouvement plus vaste visant à démanteler les réseaux qui ont appris à exploiter l'État de l'intérieur, en utilisant les programmes sociaux comme source de financement continu. L'enjeu crucial de cette opération n'est pas le nombre d'arrestations ou de mandats exécutés. Ce qui importe réellement, c'est le schéma mis en évidence. Un schéma qui se répète dans différents États et qui révèle un problème structurel. La combinaison de l'immigration irrégulière, de l'absence de contrôles efficaces et de systèmes publics conçus de manière à être vulnérables à l'exploitation systématique. L'Ohio illustre parfaitement ce phénomène. Non pas parce qu'il est unique, mais parce qu'il concentre des caractéristiques qui rendent le problème visible. Les régions où la coopération avec les autorités fédérales est limitée, où les programmes sociaux sont vastes et complexes, et où le réseau administratif est fragmenté, créent un terreau fertile pour la prolifération de stratagèmes sophistiqués. Ces stratagèmes ne reposent pas sur la violence ouverte, mais sur le silence, la bureaucratie et la complaisance. Lorsque les agents fédéraux commencent à agir de manière coordonnée, en impliquant la sécurité intérieure, le contrôle fiscal et la lutte contre la criminalité financière, cela indique que la menace a été requalifiée. Il ne s'agit plus de délits locaux, mais d'un risque systémique. Et un risque systémique exige une réponse centralisée. Les premières arrestations ont révélé des individus originaires de diverses régions du monde, certains ayant des antécédents judiciaires importants, d'autres sans antécédents de violence, mais profondément impliqués dans des systèmes financiers illicites. Cette diversité n'est pas fortuite. Elle reflète la logique des réseaux opérant dans ces contextes, exploiter les flux migratoires désorganisés pour alimenter des structures reposant sur une main-d'œuvre invisible et peu visible du public. L'erreur fréquente consiste à réduire ce débat à une simple discussion idéologique. Cela occulte le véritable problème. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la politique d'immigration, mais la capacité de l'État à distinguer ceux qui ont besoin d'une aide légitime de ceux qui ont transformé cette aide en activité criminelle. Les chercheurs ont commencé à identifier un schéma récurrent. Les entreprises officiellement enregistrées comme prestataires de services essentiels, soins à domicile, services aux personnes âgées, garderies, fonctionnent presque exclusivement sur le papier. La documentation est en règle, les contrats sont approuvés, les paiements sont réguliers. Mais lorsqu'on vérifie leur fonctionnement réel, on constate qu'il n'y a ni patients, ni enfants, ni soins prodigués. Seules des structures administratives conçues pour absorber les ressources publiques sont présentes. Ce modèle est particulièrement dangereux, car il repose sur un principe que l'État évite d'affronter, la présomption de bonne foi dans les programmes sociaux. Ces programmes ont été créés pour protéger les plus vulnérables. Lorsqu'ils sont détournés, ils deviennent des remparts quasi impénétrables pour ceux qui savent manipuler le système. Dans le cas des soins à domicile, le dispositif devient encore plus difficile à contrôler. Un membre de la famille s'inscrit comme aidant pour un proche supposément incapable. Un professionnel de santé autorise la prestation. L'État finance des heures de soins qui, dans les faits, ne sont ni dispensées ni même nécessaires. Tout se déroule au sein de résidences privées, hors de portée des contrôles de routine. Multipliez ce processus par des dizaines de dossiers et vous obtenez un flux constant d'argent public transféré à des personnes menant une vie normale, sans pour autant fournir de véritables services. Cet argent ne parvient pas aux personnes âgées réellement dépendantes, aux personnes en situation de handicap et aux familles qui ont réellement besoin d'aide.
les conséquences vont bien au-delà du budget. Elles érodent la confiance sociale. Les communautés commencent à percevoir les programmes publics comme des instruments d'abus. Les contribuables perdent le sentiment d'une justice fiscale. Et, dans un climat politique déjà polarisé, cette érosion alimente les discours sur la défaillance des institutions. Le même schéma se répète dans les structures d'accueil d'enfants. Bâtiments flambant neufs, dossiers complets, financement approuvé. Pourtant, au quotidien, aucun enfant, aucune activité, aucun service. Juste des portes closes et des comptes bancaires actifs. La fraude n'est pas improvisée. Elle est organisée, répétée et alimentée par des failles administratives connues. Ce qui rend ce scénario encore plus délicat, c'est de constater que ces structures n'émergent pas de manière isolée. Elles se concentrent dans certaines régions, formant de véritables centres d'exploitation des ressources publiques. Il en résulte une dépendance économique locale. Les populations dépendent directement ou indirectement de ces dispositifs pour vivre. Toute tentative de les démanteler suscite une résistance politique immédiate. C'est là que le problème cesse d'être criminel et devient stratégique. Lorsqu'une économie parallèle se développe au sein des programmes d'État, le coût politique d'une intervention augmente de façon exponentielle. Les autorités locales hésitent. Les inspections sont reportées. Les audits sont allégés. Le système se protège. La récente offensive fédérale rompt précisément avec cette logique. En traitant le problème comme une menace nationale et non comme une irrégularité d'État, le gouvernement central indique qu'il est prêt à s'attaquer non seulement aux auteurs directs de la fraude, mais aussi à l'environnement qui a permis sa prolifération. Cette décision est suivie de près par les autres États. En effet, si l'Ohio fait jurisprudence, ce modèle de répression pourrait être reproduit dans des régions où des pratiques similaires opèrent clandestinement depuis des années. D'un point de vue géopolitique intérieur, le risque est évident. Si l'État ne parvient pas à endiguer ce type d'exploitation, il envoie un message de faiblesse structurelle. Dans un monde où les puissances rivalisent non seulement militairement mais aussi institutionnellement, cette faiblesse devient un argument stratégique contre le leadership américain. Parallèlement, l'intensification de cette offensive comporte ses propres risques. S'attaquer à des réseaux opérant à l'échelle de communautés entières exige une grande précision. Des erreurs de communication peuvent transformer des opérations antifraude en crise politique. Des récits déformés peuvent délégitimer des actions pourtant nécessaires. C'est pourquoi, au cœur de ce conflit, se trouve non seulement l'exécution des opérations, mais aussi la maîtrise du récit. Celui qui définit les événements détermine qui est perçu comme victime et qui est perçu comme agresseur. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la capacité de l'État américain à prouver qu'il peut protéger ses institutions sans compromettre ses principes, à prouver qu'il peut distinguer l'aide légitime de l'exploitation criminelle, à prouver qu'il peut agir avant que le coût de l'inaction ne devienne irréversible. Et l'Ohio n'est que la partie visible d'une pression qui s'accumule silencieusement depuis des années.